d'agression sexuelle au travail. L'enquête a aussi permis de voir que les systèmes des rédactions sont clairement défaillants. Lorsque la direction et les RH sont informés, dans 66% des cas, elles ne prennent aucune mesure, se mettant en infraction avec le Code du travail. Le résultat de cette enquête montre que nous avons encore bien besoin d'associations telles que Prenons la Une et de femmes comme vous, Léa, qui dénoncent le sexisme et les violences sexuelles dans les médias, mais aussi dans notre société. Une réaction peut-être à ce portrait, Léa Lejeune? Merci beaucoup parce qu'il montre effectivement une partie du travail qu'on est en train de faire. Il y a peut-être une petite chose à rajouter. C'est vrai qu'à Prenons la Une, beaucoup des femmes journalistes qui sont dans l'association sont des femmes qui ont vécu des situations de sexisme au sein du travail. Ça peut être du harcèlement sexuel, ça peut être juste des blagues sexistes, ça peut être le fait d'être maintenu plus longtemps que leurs collègues masculins dans la précarité via des CDD ou des piges. Et c'était mon cas aussi sur ce point-là, et aussi sur la Ligue du LOL, puisque je faisais partie des 15 victimes principales récurrentes de la Ligue du LOL aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'on est à la fois sur l'idée qu'on va utiliser les chiffres comme argument pour défendre notre cause, et en même temps le fait que c'est aussi notre expérience vécue. Donc vous avez lancé le collectif Prenons la Une. C'est parti de quoi, de votre vécu personnel ou... En 2014, c'est plutôt parti d'expériences dans les médias. Il y avait deux choses. La première expérience, c'est le traitement de l'affaire DSK, qui était finalement qui regorgeait de stéréotypes sexistes, de mauvaises réflexions, d'une mécompréhension des questions de viol, d'agression sexuelle, de termes sur les violences faites aux femmes. Et puis par ailleurs, c'était le moment où les journalistes des Échos ont fait leur grève des signatures. C'est-à-dire que pendant un jour, sur une journée, elles n'ont pas signé tous les papiers écrits par des femmes pour protester contre quelque chose qui arrive de manière beaucoup trop récurrente. Encore une fois, un homme était promu à un poste à la rédaction en chef et en fait, du coup, il n'y avait plus de femmes du tout. Ce qui était même un recul par rapport aux années précédentes. Donc ça a été un peu des choses qui nous ont secoués. Et en fait, à la base, Claire Allais, avec qui j'ai cofondé l'association, qui était chef de rubrique à Alternatives économiques, m'a demandé un article qui faisait le lien entre, d'un côté, la sous-représentation des femmes dans les médias et de l'autre, la manière dont elles étaient traitées dans les rédacs. J'ai fait cet article et là, elle me dit, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on agisse. D'où Prenons la Une. Donc c'est parti, oui, voilà, c'est vraiment une initiative de journalistes, quoi. Et ce collectif est constitué que de journalistes. Que de journalistes, que de femmes. Évidemment, tous nos événements publics sont ouverts aux hommes, voilà. Mais c'est vrai que dans l'association, pour l'instant, comme on défend le vécu des femmes journalistes, ça nous paraît bien d'être entre femmes journalistes pour certaines parties. Alors donc, ça a été évoqué là dans le portrait de Margot, il y a une étude qui a été faite, qui est une consultation qui est sortie là au début du mois de mars. Déjà, rappelez un petit peu d'où vient, comment a été faite cette consultation et puis les grandes. Alors, parce qu'il y a eu des choses un peu, enfin, qui ont surpris. Il y a eu beaucoup de réponses déjà. Hein. Oui. Alors. Il y a une chose qu'il faut dire. Donc ça part de la Ligue du LOL. Et donc l'idée derrière, c'est qu'il y a des rédactions qui disent mais non, mais ça en fait, ça concerne que les rédactions de gauche, boboisantes, qui font des blagues. Et nous, on savait très bien par des témoignages qu'on avait entendus que ça concernait plein de rédactions très différentes, quel que soit le bord politique, quel que soit le média en question. Du coup, on a voulu faire une étude pour mesurer l'ampleur. Cette étude, elle a des côtés imparfaits. C'est une étude qui est faite sur les réseaux sociaux. Donc les chiffres qui sortent sont assez énormes parce qu'en fait, ça va venir dans votre flux d'actualité. Et si vous êtes concerné, vous avez beaucoup plus de chances d'y répondre. C'est pas sur un panel représentatif. Donc, pour moi, ce qui paraît intéressant de conserver comme idée, c'est effectivement, comme disait la jeune femme tout à l'heure, 208 rédactions concernées, donc un phénomène d'ampleur, ça s'est prouvé. Et deuxième chose, les rédactions ne savent pas comment réagir. Dans 83% des cas, les femmes journalistes n'ont pas osé faire remonter soit à leur direction, soit au RH, soit aux représentants du personnel. Et quand elles l'ont fait, dans 66% des cas, elles n'ont pas été écoutées. Il n'y a pas eu de mesures prises en compte pour ce qui leur arrivait. Mais l'importance quand même des réponses montre qu'il y avait un besoin de parole, il y avait un besoin d'expression en tout cas. Oui, il y avait un besoin de parole et il y avait plein de gens qui n'avaient pas forcément l'envie, le courage de s'exposer comme l'ont fait les victimes de la Ligue du LOL et moi aussi, en racontant notre vie de manière publique, mais en fait avaient aussi besoin de dire moi aussi, en fait. La Ligue du LOL, c'est pas le MeToo du journalisme parce que c'est du cyberharcèlement, c'est un cas particulier de violence sexiste. Cette étude-là, c'est un début de premier MeToo du journalisme français, oui. Alors justement,
C'était la question d'après. À l'ère du MeToo, de l'affaire Weinstein, etc., toute la presse voilà, a pris le sujet à bras le corps, l'a traité, etc. Vous trouvez? Mais en fait, bah quand même, ça a été. Mais en fait, on se rend compte que même dans notre profession, il y avait les mêmes problèmes. Et on le découvre, comment ça se fait, comment on explique ça. Alors nous, on avait trouvé que MeToo c'était intéressant, mais on n'avait pas trouvé que ça avait été si bien traité que ça. D'ailleurs, on avait fait une tribune juste quelques mois après l'affaire MeToo en disant qu'en fait, même si certaines rédactions qu'on n'attendait pas forcément sur ce sujet l'avaient traité. Alors oui, on parle pas de bien, on parle pas de bien traité forcément, on parle pas de la qualité, mais plutôt de la quantité. Il y avait surtout ça. Voilà, il y avait des problèmes de termes juridiques qui n'étaient pas justes. Voilà, c'est ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a eu, oui, ça a été couvert. Après, nous, on le disait avant MeToo dans une tribune qu'on avait appelée le Beaupin Gate n'est pas une affaire de bonnes femmes. Les violences sexuelles, les affaires de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, c'est en fait un sujet d'enquête qui doit être pris au sérieux, traité au sérieux par les journalistes, par une enquête contradictoire, par une méthode d'écoute des victimes, par une mise en contexte pour expliquer que les violences, en fait, c'est un fait de société et pas un fait divers. Nous, c'était un truc qu'on avait pensé au moment de l'affaire Beaupin et on l'a maintenu après MeToo parce que l'important, c'est pas que le nombre, c'est aussi la manière dont c'est fait. Et sur le nombre, effectivement, il y a parfois des affaires qui en fait sont pas traitées. Les rédactions disent il y a peut-être pas assez de preuves, peut-être qu'on va pas aller sur ce sujet-là. Et nous, on a voulu pousser certaines rédactions à prendre le risque de traiter ces sujets-là en le faisant dans les meilleures règles de l'art. Alors peut-être que c'est ça aussi le souci avec ce type d'affaires, c'est que les preuves, c'est compliqué. Donc, comment ça se passe? Parce que même pour vous, comment vous faites vos enquêtes? Alors moi, je traite pas précisément et personnellement. Par contre, je peux vous dire, par exemple, comment travaillent des journalistes qui travaillent là-dessus en ce moment. L'idée, c'est que souvent, oui, dans les affaires de violence sexuelle, on va avoir du parole contre parole. Parfois, souvent, il n'y a pas de témoins. Mais on voit que par exemple, dans les histoires de la Ligue du LOL, le fait qu'il y ait une combinaison de témoignages qui racontent un système et des choses qui se ressemblent, finalement, à la fin, ça fait sens et ça fait preuve. Tout seul, le témoignage ne vaut pas ou vaut moins. Il va falloir avancer peut-être des textos, des preuves de mail, ce qu'avait fait par exemple la journaliste Lénaïque Bredou qui avait travaillé pour Mediapart sur l'affaire Beaupin. Donc vraiment essayer de justifier par des preuves, des échanges écrits ce qui s'était passé. Mais la conjonction de témoignages aussi, elle fait sens en fait. Est-ce qu'il y a une gêne particulière des médias pour parler de ça, pour parler d'eux-mêmes sur ce sujet-là? Je pense que il y a des choses qui sont pas forcément respectées. L'idée, c'est de se dire, si moi je suis journaliste, que j'ai des amis journalistes dans une rédaction dans laquelle il y a eu des violences et que je dois faire un article là-dessus, à quel moment, comment je vais faire et quelles règles déontologiques je peux mettre en place pour être sûr qu'il n'y ait pas de biais, en fait, que je prenne pas la défense soit de mes amis, que mes amis soient les personnes présumées coupables ou que mes amis soient les personnes victimes. Je pense que il n'y a pas forcément de peur, mais il y a des précautions à prendre en compte. Mmh. Mais les rédactions, vous disiez qu'elles n'ont pas très bien parlé de finalement l'affaire Weinstein, etc. Est-ce qu'elles parlent bien, est-ce qu'elles prennent dans le bon sens les problèmes de sexisme qui les concernent? Je trouve que ces derniers jours, les enquêtes qui ont été publiées sont assez irréprochables en fait. Il y a eu l'enquête sur ce qui s'était passé au Huffington Post avec le groupe secret de journalistes hommes qui se moquaient de leurs consoeurs. Voilà. Il y a eu l'enquête sur la personne qui faisait du harcèlement sexuel en montrant ses parties génitales en photo au Monde, qui a été faite dans les règles de l'art. Il y a une enquête qui vient d'être publiée là sur des affaires de harcèlement sexuel au Figaro. Cette enquête, elle est aussi très bien faite. En fait, si une fois que les journalistes sont formés et qui font bien ce travail-là, c'est bien traité. Je pense que le miroir déformant, il vient aussi beaucoup, et je suis désolée, mais des éditorialistes. De ceux qui, sans avoir enquêté, vont commenter, y aller de la petite phrase pour parler d'affaires aussi précises que le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles.
Finalement, comme si monsieur, madame, tout le monde pouvait avoir quelque chose à raconter là-dessus. Moi, je suis journaliste économique, je vais pas aller donner mon expertise sur le journalisme sportif. Les éditorialistes sont habitués à faire ce genre de choses tout le temps. Et sur ce type d'affaires-là, ça peut poser vraiment des problèmes de compréhension. Donc après, il y a eu donc l'état des lieux. Hein. Il y a eu tout un moment entre le mois de mars et puis maintenant, hein, où les affaires sortent, où il y en a, on fait un peu l'état des lieux on découvre un peu, on met sur la place publique une situation qui existe. Là, on passe un peu à l'étape d'après, l'étape d'après. Donc, et c'est ces premiers états généraux des femmes journalistes, donc qui vont avoir lieu le 13 avril, à la Cité des Sciences de Paris. Et du coup, qu'est-ce que vous en attendez ? Quel sera le programme déjà ? Voilà, c'est un projet qu'on préparait depuis quelques mois et qui du coup est plus audible avec l'actualité. Effectivement. Voilà. L'idée, c'était en fait de faire des ateliers où les femmes journalistes raconteraient leur vécu et de ces vécus, de ces expériences, pouvoir en tirer des solutions. Et dépasser le cadre de Prenons la Une en ayant des femmes d'âge très différents, en ayant des personnes racisées, en ayant des journalistes qui travaillent en région. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'apporter des solutions à partir de témoignages vécus, d'apporter des solutions concrètes à la fois au ministère de la Culture et aux directions des rédactions. Donc là, le but, ce serait de passer l'étape du témoignage pour ensuite être plus concret peut-être. Oui. Et quelles seraient pour vous les solutions ? Par quoi il faudrait passer ? Quelles solutions ? Des lois, des mesures économiques ? Pour vous, là, les états généraux ne sont pas encore passés, donc les solutions Mais qu'est-ce qui se définit un petit peu ? Quelle intuition vous avez ? On en a quelques-unes en tête. La première des mesures, celle qui nous tient, je pense, le plus à cœur, c'est l'idée qu'une partie des aides à la presse soit conditionnée sur les critères de parité dans les directions des rédactions. Parce qu'en fait, on voit bien que de temps en temps, il y a un geste pour promouvoir une femme rédactrice en chef, et puis après, ça s'endort et il n'y a plus rien pendant quelques mois, voire quelques années. C'est un peu au cas par cas en fonction des rédactions. Tout le monde n'est pas à mettre dans la même corbeille, mais quand même. Et donc, on pense qu'en passant par la sanction financière, sur le modèle de ce qu'ont fait les femmes dans le cinéma, en fait, ça peut marcher. Et j'ai dit sanction, mais c'est une erreur. Nous, on est plutôt dans l'idée d'un bonus. Une incitation. Voilà, une incitation qui dit qu'on donnerait un petit peu plus d'argent, un petit peu plus d'aide à la presse aux rédactions qui font attention à ça. Le bâton, on va dire. Voilà, tout à fait. Oui, mais alors dans un sens, est-ce que vous pensez pas que ça nous dessert en se disant ils vont mettre des femmes pour mettre des femmes, alors que le but c'est pas ça, c'est de se dire qu'il y a des femmes compétentes oui. et qu'elles ont leur place et qu'elles sont pas là parce que justement il faut des quotas, Alors ce que vous racontez c'est ça, c'est la peur des quotas. En fait, il faut arrêter d'avoir peur des quotas. Sans quotas, ça ne fonctionne jamais. Ce qu'a raconté Elsa Fressinet des Échos tout à l'heure, c'est que quand il leur est arrivé ça aux Échos, elles sont retrouvées donc avec, je crois que c'était 12 rédacteurs en chef hommes. Elles ont demandé à ce que plus de femmes soient promues. Ça a été le cas pendant quelques mois, voire 2 ans, et après ça s'est éteint. Si on ne met pas de quota, donc le quota, le principe c'est de mettre un objectif chiffré qui est temporaire, qui va pas rester à vie, mais qui dit voilà, aujourd'hui nous avons tant de pourcentage de femmes à la direction de la rédaction. Dans 3 ans nous voulons en avoir tant. Dans 6 ans nous voulons en avoir tant. Si on ne met pas ça, en fait, ça ne progresse pas seul. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt déconstruire l'idée que parce qu'elle est là, parce qu'elle est une femme, c'est qu'en plus qu'elle est pas compétente. Enfin, voilà, que ce serait lié au fait qu'elle soit pas compétente. En fait, c'est une femme, elle est là en partie aidée par les COSA, mais en fait, elle est aussi compétente que ses confrères masculins. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on discrimine de manière complètement défavorable des femmes compétentes. Ouais. Donc les quotas aident en fait à renverser la tendance, à faire sauter le fameux plafond. Les quotas n'ont que ce but-là. En fait, les quotas sont pas là pour durer, ils sont là pour sensibiliser, inciter, fixer des objectifs, faire l'évolution, quoi. Je reviens sur cette journée du 13 avril. C'est important, comme ça sera public, ça sera comment ça va se passer concrètement? Donc les ateliers dans la journée sont fermés. Il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de raconter des situations de violence, donc il faut qu'elles se sentent dans un espace safe.
pense notamment à l'atelier qui portera sur le harcèlement sexuel et les violences. Je pense aussi à l'atelier qui portera sur le racisme dans les rédactions. Donc ça, il faut y faire. Ça, c'est donc fermé. Par contre, à la fin, il y a une plénière qui est plus ouverte. C'est toujours sur inscription, mais qui est ouverte du coup aux hommes, aux étudiants, et dans laquelle normalement le ministre serait invité à participer. D'accord. Donc c'est vraiment l'idée à la fois de dire les choses entre nous et puis de commencer à ouvrir la porte pour que la parole passe, quoi, en fait. Oui, parce qu'en fait, à la fin, on va donc remettre un cahier de doléances. C'est pour ça qu'on l'a appelé états généraux. Hein, c'est un peu old school, mais je pense que l'image est parlante. On va remettre ce cahier de doléances au ministre, puis on l'enverra au maximum de rédactions possible. Et dans quel état d'esprit vous êtes? Vous êtes plutôt optimiste? Vous pensez que ça va prendre du temps? Comment vous voyez là les 5 prochaines années en termes de travail, en termes de voilà, déjà pour les états généraux, peut-être qu'il y en aura d'autres aussi. Enfin voilà, dans quel état d'esprit vous êtes en fait? Je crois qu'on est plutôt sur une vague optimiste là. Évidemment, ça prendra beaucoup de temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça fait 4 ans qu'on raconte ça et prenons la une. Au début, on avait l'impression de parler à un petit nombre de personnes, des personnes qui étaient déjà sensibilisées au sexisme et aux inégalités de genre. Avec MeToo, déjà, on a pris beaucoup plus d'ampleur. On a été invité par les confrères à s'exprimer dans les médias, ce qui était beaucoup plus qu'avant, ce qui était une première preuve de voilà, la montée des idées. Là, je pense qu'avec ce qui se passe avec la Ligue du LOL, nos revendications sont peut-être plus audibles. Donc on part plutôt optimiste sur ces états généraux. On aimerait bien que 1, 2, 3 revendications soient adoptées assez rapidement, mais on sait que tout le reste, ça prendra du temps, des années. Il ne faut pas non plus brusquer. En fait, il faut faire valoir par la raison et l'expérience. Vous avez des relais dans les rédactions, des points d'appui dans les grandes rédactions, dans les moins grandes d'ailleurs? Comment vous êtes organisé? C'est nous-mêmes nos propres relais. C'est vous, vos propres relais. Vous ne cherchez pas à essayer un peu pour... Si. Mais en fait, les journalistes de Prenons la Une, on travaille dans tout type de rédaction. Peut-être un peu plus dans la presse écrite et la presse web. Mais on a aussi des membres chez France Télévisions, des membres chez Radio France. En fait, on essaime par nous-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas juste dans les propositions vues d'en haut, mais aussi dans la pratique du quotidien. Je vais donner juste un exemple sur ma pratique, moi qui suis journaliste au magazine Challenge. Quand on fait tous les ans le classement des 100 startups dans lesquelles investir, en fait, moi, je vais rappeler à mes collègues à 2-3 étapes de la sélection des startups qu'en fait, il faut qu'on ait un certain nombre de femmes, de startups cofondées par des femmes pour qu'on soit à l'image de la société, à l'image telle qu'elle est. Je crois qu'à l'heure actuelle, les startups créées par des femmes, c'est à peu près 17%. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'être un peu au-dessus de 20. On ne sera pas à 50 si la société est à 17. Mais en tout cas, je peux veiller au grain là-dessus et mes collègues le font dans leur rédac aussi. Juste, mais alors du coup, est-ce que c'est pas là une des solutions, c'est que il y a des femmes partout, il y en a partout, comme dans les startups, comme dans les milieux économiques, scientifiques, enfin voilà, il y en a partout. Il y en a moins, certes, mais il y en a quand même. Alors est-ce que le problème, c'est pas plutôt qu'elles sont pas visibles, en fait? Elles sont aussi à des postes clés. Dans les contenus ou dans les en fait, dans les directions de rédaction, très peu. Non, mais les directions de rédaction, c'est 19%. Après, dans la société. Pas forcément que dans les rédactions. Mais donc, est-ce que c'est pas ça aussi le problème? C'est que déjà, ce qu'on a, c'est pas visible. Et du coup, Oui, alors tout à fait. Le premier réflexe d'un journaliste qui doit faire un papier ou voilà, ça va être effectivement d'aller chercher, par exemple, les experts ou les interlocuteurs idéaux. Et parfois, il peut nous paraître évident, surtout quand on est jeune et qu'on débute, que en fait, l'expert idéal, il y en a qu'un. Et donc, par exemple, le président d'un syndicat, je veux la CFDT, je veux Laurent Berger, c'est lui que je veux avoir, et puis c'est tout. En fait, je pense que déjà, il faut déconstruire cette idée-là sur 2 points. Le premier point, c'est qu'en fait, parfois, des numéros 2 ou des numéros 3 ou des personnes auxquelles on ne pense pas sont en fait aussi intéressantes et aussi compétentes. À la CFDT, Véronique Descac, qui a suivi pendant très longtemps les négociations paritaires, était aussi efficace que le numéro 1, en tout cas sur la prise de parole.
Donc en fait, ça existe. Quand on pense à un témoin, mais il y a peut-être un autre témoin qui a été moins invité par un confrère et qui du coup va apporter de la richesse à notre reportage, parce qu'en fait, on va avoir une information, quelqu'un qui va raconter une histoire qui est un petit peu différente que celle du confrère d'à côté. Donc je pense que il y a cette idée-là. Et puis la deuxième idée, c'est qu'en fait, si on était vraiment au même pourcentage de femmes à des postes de pouvoir et de direction que dans les prises de parole, on pourrait dire ce point-là. Mais en fait, non. Les médias sous-représentent les femmes qui sont déjà peu représentées. Je vais prendre un exemple. Selon le dernier baromètre du CSA, les femmes politiques ne représentent que 25% des prises de parole en politique dans la radio et la télévision. Or, aujourd'hui, on a un gouvernement qui est paritaire, une assemblée nationale qui est paritaire. Donc en fait, ça ne devrait pas. Donc en fait, on diminue la représentation des femmes déjà par rapport à ce qu'elle est. Donc les médias ont un vrai souci avec ça. On a, en tout cas, ouais, on a une responsabilité complètement. Ouais. Alors vous avez vu, Léa, il y a eu du mouvement autour de la table et on a 3 étudiantes de l'EPJT qui sont venues nous rejoindre. Ça va être le moment de leur laisser la parole pour une courte interview d'une dizaine de minutes. Mais avant, elles ont eu envie de recueillir le témoignage, cette fois-ci de consoeurs étrangères qui sont ici dans les allées de MAM et qui ont donné leur témoignage. On écoute ça. Mouna Mtiba, ex-journaliste tunisienne de l'agence nationale Tunis Afrique Presse, dresse un triste constat sur la situation des journalistes femmes dans son pays. L'harcèlement sexuel dans les rédactions, ça existe, ça a toujours existé malheureusement, mais il faut dire qu'on est dans un contexte arabo-musulman. Déjà, être femme journaliste dans un contexte comme le nôtre n'est pas évident. Et dans ce contexte, dénoncer semble encore plus difficile. Elle ne dénonce pas pour le moment. C'est des actes qui restent malheureusement couverts par le silence qui devient des fois complice. Voilà. Au Maroc, pays également très patriarcal, la situation des femmes journalistes semble similaire. Mais Asna Belmiki, journaliste d'investigation freelance à Rabat, nuance et explique qu'au Maghreb, l'immiscion du politique dans tous les domaines freine la libération de la parole des femmes et une véritable prise en charge des problèmes de harcèlement dans les rédactions. Il y a eu récemment un journaliste qui a été condamné à plus de 10 ans de prison pour justement harcèlement, quoi. Mais c'est très complexe parce que ça aussi c'est une affaire politique puisque ce journaliste-là était dans le viseur du régime. Je ne remets pas en cause la parole des victimes. Je pense que c'est une réalité. Mais voilà, le régime a utilisé ça aussi pour écarter ce journaliste qui parlait un peu trop à leur goût, quoi. Malgré tout, la Tunisienne Mouna Mtiba reste optimiste et pense que le changement est possible. On vient d'avoir en Tunisie l'adoption de la loi sur la violence intégrale. Et sur cette loi, il y a une partie qui parle l'harcèlement sexuel comme bien sûr une des formes des violences. Pour le moment, il n'y a pas eu une femme qui a le courage de le dire et d'aller jusqu'au bout. Mais un jour, ça va venir le plus tôt possible, ça c'est sûr. Et peut-être que quand la parole se libérera, des collectifs comme Prenons la Une se formeront pour donner aux femmes, aux journalistes, toute la place et le respect qu'elles méritent dans les rédactions. Léa Lejeune, est-ce que vous souhaitez réagir après ce court reportage ? Oui, enfin ça montre une chose, c'est que la situation qu'on est en train de décrire en France, en fait, c'est une situation qui existe dans d'autres pays, en fait, j'ai plus l'étude en tête, mais c'est qu'effectivement, ce que j'allais vous dire, c'est la France, finalement, n'est pas si mal lotie, et il y a d'autres pays dans lesquels la situation des femmes journalistes est plus difficile. Sauf que j'ai plus l'étude en tête, mais selon le dernier baromètre de Reporters sans frontières, la France est pas du tout classée parmi les pays bons exemples. Au contraire, fait partie des pays économiquement les plus riches où la place des femmes journalistes est le plus maltraitée. Donc voilà, il y a à la fois une universalité, à la fois on peut se dire que le combat est plus dur ailleurs, mais en même temps, chez nous, c'est pas super non plus. Cité Radio, l'invité face à l'école publique de journalisme de Tours. On a beaucoup parlé des choses à mettre en place aujourd'hui dans la rédaction pour lutter contre les disparités. Mais vous, Léa, en tant qu'étudiante, on se demande vraiment à notre échelle si des solutions seraient possibles dès les études et dès les écoles de journalisme.
Oui, c'est une très bonne question. Nous, on prône deux choses depuis longtemps. La mise en place d'un référent pour pouvoir faire remonter les cas de sexisme et de harcèlement sexuel. On parle beaucoup du harcèlement sexuel en ce moment, mais par exemple, il y a une question de sexisme qui revient beaucoup dans le journalisme sur les jeunes femmes étudiantes. C'est la radio. C'est tu n'as pas une voix de radio, t'es dans les tons trop aigus, tu sais pas poser ta voix, etc. Combien de velléités de carrière dans la radio ont été brisées par ce genre de commentaires de la part des profs? Il y a des choses à faire là-dessus. La deuxième chose, c'est que nous, on aimerait bien qu'il y ait un module obligatoire de sensibilisation aux stéréotypes et aux questions de sexisme dans les rédactions, qui ait lieu au moins une fois dans le cursus de 2 ans d'études dans les rédactions. Mais on peut, là, comme ça, juste en improvisant, penser à plein d'autres idées. Quand vous avez des bourses de stage ou des possibilités de stage qui sont offertes par les profs intervenants, faire attention en fait à ce qu'il y ait à peu près autant de garçons qui aient ces stages-là. Souvent les bourses ce sont les trucs les plus compétitifs sur lesquels il faut jouer des coudes pour les obtenir. Et donc le fait de faire passer par la compétition et non pas par des critères ou par la compétition ou la cooptation et non pas par des critères plus objectifs, ça fait qu'à la fin on peut se retrouver sur certaines promos où les bonnes bourses, donc les bons stages ou les bons CDD sont obtenus plutôt par les garçons ou par les filles. Il y a plein de petites choses qu'on peut inventer comme ça. D'accord, merci. Et du coup, Léa, est-ce que vous avez des conseils à donner sur les postures à adopter lorsqu'on est une étudiante en journalisme, qu'on est en stage ou en entretien d'embauche et que l'on est victime de sexisme ou de harcèlement? En entretien d'embauche ? En stage ou en entretien d'embauche, c'est-à-dire que on met un pied dans le monde du travail, c'est-à-dire que c'est pas dans l'enceinte de l'école, mais qu'on est encore étudiante, mais qu'on a un pied dans le monde du travail par un stage ou en stage ou en alternance. Je pense que ce qui est en stage ou en alternance, la première chose, c'est que je pense qu'effectivement, il faut essayer de remettre ces messieurs à leur place quand c'est possible. Quand c'est pas possible de réagir en one-to-one parce que c'est un supérieur hiérarchique direct ou quelqu'un d'extrêmement buté, il faut faire remonter les choses à la direction de la rédaction. Ça, c'est important. Après, le sexisme en entretien d'embauche... Ça va forcément arriver à un moment ou un autre. Ce qui est important, c'est de savoir que, par exemple, s'il y a des questions qui sont posées de l'ordre du vœu de maternité, par exemple, ça, c'est complètement illégal en France. Hein, donc, journalisme ou pas, si quelqu'un vous reçoit en entretien et vous pose cette question-là, vous pouvez soit lui répliquer tout de suite, soit, à la rigueur, faire une lettre à l'inspection du travail. On est dans du basique. Après, pour les petites remarques sexistes et les petites choses comme ça en entretien d'embauche... moi, j'aurais tendance à vous dire d'avaler votre salive et de sourire, quoi. Parce qu'en fait, on est dans une situation où on recherche un emploi. Après, on peut aussi se dire, j'ai pas envie de travailler dans une rédaction dans laquelle il y a une réponse sexiste dès l'entretien d'embauche. Et dans ce cas-là, décider que merci beaucoup, mais on va ailleurs. Merci pour ces conseils. Mais du coup, pour aller plus loin, justement, est-ce que vous pourriez nous donner d'autres conseils pour savoir justement... où on arrive à situer, en tant qu'étudiante en journalisme, la limite de l'acceptable dans les relations hommes-femmes? Dans les cas de stage, par exemple. Oui, voilà, pareil. La limite, en fait, c'est que une remarque sexiste, on remet la personne à sa place. À partir de 2 ou 3, on commence à rentrer dans du harcèlement sexuel. Donc déjà, à partir de 2 ou 3, en fait, ça va plus. On n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, en fait. Et là, si on n'est pas victime, mais témoin d'un cas de sexisme ou d'harcèlement à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en fait? La première chose à faire, je pense que c'est briser l'omerta, donner l'impression à la personne en face qui a été concernée qu'elle n'est pas seule, que vous êtes à l'écoute, que vous croyez sa parole et son vécu. La deuxième chose, c'est essayer de voir avec elle si elle veut faire une démarche. Alors, voir avec elle, ça ne veut pas dire la pousser absolument. Si elle sent pas, si elle n'a pas envie d'aller parler au directeur de l'école... Il faut être aussi dans la compréhension que la personne qui subit ça, elle n'est pas obligée de le faire. Mais c'est vraiment le fait de la croire, de lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule et de l'accompagner si jamais elle a envie d'aller plus loin. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, comment ça s'est passé pour vous quand vous étiez étudiante? Est-ce que ce sont pendant vos études que vous avez pris conscience du sexisme et du harcèlement existant dans le milieu du journalisme? Ou alors est-ce que ça a été plus tard quand vous êtes entrée dans le monde du travail? Alors moi, j'avais de la chance, je ne voulais pas faire radio.
donc j'ai pas été jugée sur ma voix. Non, au contraire, et je trouve que c'est bien de dire des choses positives aussi. Moi, j'étais dans une très bonne promo, enfin peut-être pas dans la meilleure école de journalisme de France, j'étais à Grenoble, mais j'étais dans une très bonne promo avec des gens qui se soutenaient, qui étaient très solidaires, qui étaient totalement mixtes, sur laquelle il n'y avait pas de sexisme particulier. On était déjà deux qui ont fait partie de la création de Prenons la Une à être déjà un peu sensibilisés sur les questions sexistes. Et à la rigueur, on pouvait avoir une blague, mais compatissante et compréhensive. Et je pense que l'ambiance dans les promotions joue beaucoup, en fait, sur les critères de compétition, sur ces critères-là. Puis par ailleurs, on avait un directeur de master qui s'appelle Gilles Bastin, qui était présent ce matin et qui travaille notamment maintenant un petit peu sur les questions de diversité dans les médias. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était déjà sensible à tout ça. Donc en fait, il s'est jamais moqué de nos revendications. Il a toujours été à l'écoute. Franchement, nous, l'école, c'était plutôt un bon souvenir. Okay. Très bien. Merci pour votre témoignage. Et du coup, est-ce que, pour terminer, vous avez envie de faire passer un message aux actuelles étudiantes en journalisme ? Oui, je pense que la séquence en ce moment, elle dit que ça va pas forcément bien se passer pour vous et elle peut donner la pétoche. Et j'en suis désolée quand vous pouvez avoir cette impression-là. Effectivement, nous, ce qu'on voulait, c'était libérer la parole. C'est pour ça qu'on parle autant des côtés négatifs. Il y a aussi plein de côtés positifs dans ce métier, même s'il y a de la précarité, c'est aussi un métier passion dans lequel on trouve toujours des manières de se faire plaisir. Il y a une chose positive, je pense, c'est que pour celles qui ont envie de traiter des questions d'égalité dans la société et de diversité, les médias sont beaucoup plus audibles là-dessus. C'est peut-être plus facile de faire passer des sujets là-dessus qu'il y a 8 ans. Moi, j'avais un peu de mal à l'époque. Aujourd'hui, je vois plein de jeunes femmes journalistes qui se spécialisent là-dedans. Bon, à l'époque, ça aurait été vraiment casse-cou. Là, c'est chouette. Et par ailleurs, en fait, je pense qu'il existe des mécanismes d'entraide et d'écoute entre femmes journalistes. Et c'est ce que nous, on fait à Prenons la Une. Et dès que vous commencerez à travailler, si vous voulez nous rejoindre, ce sera volontiers. Donc, mais on est obligé d'être journaliste pour participer à... Oui, alors nous, on a gardé cette règle. Alors, on va faire venir un quota d'étudiants aux États généraux, un ou deux représentants par école, parce qu'on voulait vraiment laisser la place aux femmes en exercice. Apprenons la Une, pour l'instant, on vient en aide s'il y a des besoins aux femmes étudiantes en journalisme qui peuvent vivre des choses, soit par l'écoute, soit par la mise à disposition de notre avocat. Cependant, en fait, ce qui est un petit peu compliqué à Prenons la Une, c'est qu'à Prenons la Une, on se mouille en fait. On agit réellement. Donc, quand on fait des enquêtes, on va avoir à passer des coups de fil à des journalistes qui vivent des choses dans tel ou tel rédac. Quand on tient les réseaux sociaux ou quand on devient porte-parole de Prenons la Une, en fait, on s'expose comme soit la féministe de service qui est pas toujours bien passée, soit pour soit pour professionnellement on peut être critiqué, c'est parce que elle est pas assez douée dans son métier qu'en fait elle demande ça et ça comme revendication. Bref, il y a une exposition qui fait que je pense que dans le sein de Prenons la Une, c'est bien qu'il n'y ait pas d'étudiantes pour l'instant, ce qui n'empêche pas qu'on peut trouver plein de moyens de collaboration. Et je crois qu'un de ces jours, on va organiser un truc spécialement sur ce sujet parce qu'il me semble qu'il y a besoin de parler aussi là-dedans. Ce sera le mot de la fin. Donc, vous l'avez compris, le 13 avril prochain, c'est les États généraux. Donc, c'est fermé au public, mais... Pour ceux qui veulent suivre après, bien évidemment, je suppose que vous allez publier des choses ou il y a peut-être quelque chose de prévu. Tout à fait. La plénière sera diffusée sur les réseaux sociaux et à la fin, nous publierons donc nos cahiers de doléances. Donc les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est collectif Prenons la Une? C'est @Prenons la 1 sur Twitter, Prenons la Une sur Facebook et je crois qu'il y a un Prenons la Une sur Instagram, mais je ne sais plus quelle est l'orthographe. L'appel est lancé pour ceux qui veulent suivre et qui sont intéressés par le sujet. Merci Léa Lejeune d'avoir été parmi nous. Donc vous êtes la fondatrice, on le rappelle, du collectif qui est passé en association Prenons la Une. Et demain, nous recevons Inès Belkacem de Street Press. De Street Press. À demain, merci beaucoup. Merci. Merci Arthur à la technique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la diversité.